Bienvenue sur le podcast Sur le fil, le podcast des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises qui osent parler des risques et des imprévus qui façonnent notre parcours. Vous allez découvrir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que finalement, mieux comprendre le risque, c'est peut-être mieux entreprendre. Bref, Sur le fil, c'est le podcast qui va vous raconter des histoires incroyablement risquées pour vous sensibiliser et peut-être vous inspirer. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a la chance de recevoir Grégoire Gambato. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que Greg, tu peux te présenter ? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours essayé d'être entrepreneur. Tu vois, à 10 ans, j'essaie déjà d'acheter, de revendre des cartes Magic. Et donc, du coup, après, j'ai fait droit des affaires, j'ai eu quelques projets j'ai lancé Germinal avec Paco, du coup, mon cofondateur, qui est une agence de growth marketing. Et à l'époque, je suis aussi devenu un des plus gros influenceurs LinkedIn, donc c'était assez marrant. On a revendu la boîte à Spag il y a bientôt 3 ans. Et ensuite, j'ai lancé une nouvelle boîte qui s'appelle OnlyDust. C'est dans l'open source. Et je fais ça aussi avec Paco, du coup. On était 3 sur Germinal avec Benjamin. Et là, on s'est lancé juste avec Paco sur cette nouvelle boîte. On a levé 2 tours de table. Et voilà, donc c'est ça. Donc, ancien influenceur LinkedIn, serial entrepreneur pour l'instant avec des succès plutôt limités, mais qui espère toujours décrocher la lune. Et là, qui va partir à San Francisco en janvier avec ma femme pour vivre la grande aventure et pour faire passer cette boîte au niveau du dessus. Voilà. Et du coup, ça fait quoi OnlyDust ? Si tu peux me le résumer assez court et compréhensible, parce que je sais que c'est dans les cryptos et moi je n'y comprends pas grand-chose. C'est notre premier marché, les cryptos. Mais en fait, ce qu'on fait, nous, c'est que pour ceux qui connaissent, nous, en fait, aujourd'hui, tout le monde fait la contribution open source sur GitHub. Donc, les gens, contribution open source, c'est un petit peu je caricature, mais c'est l'inverse du brevet. Donc, c'est des technologies qui sont pour la plupart libres de droit, que tout le monde peut réutiliser, etc. Et les gens, aujourd'hui, quand ils font de la contribution open source, dans la plupart des cas, ils vont sur GitHub. Et moi, ma thèse, c'est qu'en fait, GitHub, l'open source a réussi pas grâce à GitHub, mais malgré GitHub. Parce que c'est très difficile de trouver un projet, c'est très difficile de savoir si la personne qui veut contribuer avec toi sur le projet est forte ou pas. Il y a plein de problèmes. Et nous, en fait, on veut régler tous ces problèmes et devenir le nouvel endroit où, par défaut, les gens viennent faire de l'open source et de la contribution open source. Et notre premier marché, c'est la blockchain. Parce qu'en fait, par défaut, tout est open source. Il y a peu de dev et il y a des centaines de millions de budgets annuels qui sont alloués au financement de l'open source. Du coup, pour nous, c'est un très bon marché pour attaquer, pour réaliser notre vision. Voilà ce qu'on fait en quelques mots. Et tu as créé OnlyDust il y a 3 ans, juste après la vente de Germinal, c'est ça ? Même jour, en fait. Le même jour, on a vendu et closé la levée de fonds d'OnlyDust. C'était le 16 ou 17 décembre 2022. Alors, comment tu 21. vends et tu crées notre boîte en... En fait, on avait déjà une term sheet. On avait déjà une lettre d'intention d'investisseur, donc de First. Et en fait, on s'est rendu compte, à l'époque, on avait voulu faire une transition qui, en fait, le troisième cofondateur, Benjamin, n'était pas forcément d'accord sur ce qu'on fait. Du coup, on a dû un petit peu revoir nos plans. Et du coup, on avait décidé de vendre avant de faire la levée de fonds, parce qu'à la base, on devait vendre à l'équipe. Et finalement, on a vendu à des acteurs extérieurs. Et du coup, on voulait tout boucler avant le 1er janvier, avant les vacances de Noël. Et du coup, on a mis la pression pour que tout soit fait le 16 ou le 17 décembre. C'est le jeudi, juste avant les vacances. Et voilà, et tout s'est fait dans la même journée. Ok, donc tu as vendu ta boîte. Et j'ai signé les deux papiers. Donc c'est littéralement, on a fait la vente, j'ai attendu que tout le monde signe le DocuSign. Et quand c'était, j'ai dit go à l'avocate. Et l'avocate a ensuite envoyé les papiers pour la levée de fonds. Et là, tout le monde a signé aussi. Je me souviens de cet après-midi et j'ai tout fait depuis le RER. Ok, bah écoute, bien joué. C'était dans la gare de Chambéry, je me souviens. Du coup, dans la gare de Chambéry. Et du coup, là, on est en train de... On va parler un peu de risques. C'est vrai qu'à un moment, tu étais quand même très visible sur LinkedIn. Enfin, tu l'es toujours, mais moi, tu étais un peu une star avec comment on dit là, tes petits tracteurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est vrai que du jour au lendemain, tu as un peu disparu. Tu m'avais parlé d'une histoire de haters. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus ? Le problème, c'est que tout mon positionnement sur LinkedIn était basé sur le fait de faire le plus de vues possible en étant le plus clivant possible. Donc, un peu une stratégie, j'exagère, mais un peu une stratégie à la Trump. Et aujourd'hui, à l'époque, je le voyais pas comme ça, mais vraiment, c'est prendre de l'attention des gens en faisant des choses qui sont provocatrices où les gens vont forcément avoir envie de te répondre. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec toi, en fait, ça crée du débat en commentaire, etc. Et ça, c'est une stratégie qu'il faut pouvoir assumer les conséquences de cette stratégie. Et en fait, moi, à un moment où j'étais plus un entrepreneur, j'étais un influenceur, quoi. C'est-à-dire, je pensais plus à ma boîte, je pensais à mes posts LinkedIn, je pensais plus à ce que pensaient les gens de l'équipe, de comment ils se sentaient dans l'équipe, je pensais à ce que mon audience pensait. Et tu arrives un peu à un cercle où en fait, tu te dis pas, est-ce que ce post est intéressant pour les gens, tu dis, est-ce que ce post va faire des impressions, tu vois. Est-ce que ce post va faire du reach. Et oui, du coup, j'avais pas mal de... J'avais un groupe de haters, donc j'avais 100 000 followers, et j'avais un groupe Facebook de haters, ils étaient 35 ou 36 000. Et j'avais un mec qui m'avait, selon moi, menacé de mort.
et que du coup, même j'avais emmené au tribunal avec un succès extrêmement limité, vu que c'est moi qui ai perdu et c'est moi qui ai dû lui payer des dommages et intérêts, donc j'étais assez triste. Mais attends, Voilà. mais comment, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mec t'a menacé de mort sur ton groupe. Sur son groupe, en fait, lui, alors il défend, pour lui, c'était de l'humour. Euh, Moi, je trouvais pas ça hyper drôle. Et en fait, Mais on il est t'a dit allé. quoi? Je me souviens plus exactement, mais c'était j'aimerais bien que ce mec se fasse passer dessus un jour par une voiture, un truc comme ça. Mais dans un ensemble de commentaires et de choses où, en fait, c'était de plus en plus violent. C'est-à-dire, on Ok. était passé d'un c'est rigolo et les mecs se foutent de ma gueule à on commençait à dire ah bah ce mec-là il devrait passer sous une voiture. Ah le mec il prend du vélo, j'espère qu'un jour il sera renversé par un camion, tu vois. Tu sais, t'arrives à un moment où les mecs, tu vas leur écrire en message privé. Et il y a des gens, je leur ai écrit, je leur ai dit bon les gars, et les mecs m'ont dit ah désolé, c'est vrai qu'on s'est un peu emballé. Et lui, il s'est foutu de ma gueule, il m'a bloqué, tu vois. J'étais en mode toi mon petit. Et en fait, j'ai fait un peu ça à moitié, c'est-à-dire que je suis allé le chercher au tribunal, donc j'ai retrouvé, il était sur Facebook, j'ai retrouvé son profil, etc. pour lui envoyer une assignation et compagnie. Et en fait, j'ai pas vraiment suivi l'affaire derrière, tu vois. J'ai donné à un avocat et en fait, j'ai pas vraiment suivi. Et je pense que pour gagner, il aurait fallu que j'aille, que le juge me voie. Et en fait, le juge, il a juste vu mon avocat alors que lui, il allait à toutes les audiences. Et ouais, 2 ans après, j'ai reçu une lettre d'huissier qui me condamnait à payer 1 500 euros. Donc, Pourquoi? en droit, je pense qu'il avait raison, mais dans les faits, je trouve que c'est pas Mais très t'as juste. été condamné pour diffamation? Enfin, Non, 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 pour procédure abusive. Parce qu'en fait, ils disent que j'aurais pas dû faire la procédure. Je sais pas. Le problème, et mon père m'avait souvent dit, il faut mieux un mauvais arrangement ton qu'un père qui est procès, courtier en assurance, qui est si je courtier en peux. assurance. Et d'ailleurs, j'ai une protection juridique, donc c'est pratique. Du coup, j'ai pas payé les frais d'avocat. Mais il m'a toujours dit, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je crois il faut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Genre, parce qu'en fait, les procès, c'est vraiment aléatoire. Et en fait, là, oui, on parlait quand même d'un mec qui avait créé un groupe Facebook de 37 000 personnes, Qui qui crachait me sur toi. roulait dessus en permanence. Ce mec-là avait un peu dépassé les limites, il m'avait bloqué. C'est pas une procédure abusive, quoi. On parle quand même de. C'est quand même du harcèlement en ligne. Enfin, tu vois, je pense qu'on peut le dire. Les mecs, ils m'envoyaient des messages privés, ils faisaient des bots. Des fois, j'avais des centaines de Wow. commentaires. Et j'avais pris ce truc parce que c'était le truc répréhensible. Mais en fait, c'était dans un. Il y avait un faisceau d'indices, il y avait un truc global. Mais en fait, il y avait rien qui tombait vraiment sous le coup. Ils nous avaient dit oui, mais vous pouvez pas prouver, par exemple, la capture d'écran, parce qu'il y a un délai de prescription qui est hyper court pour ce genre de choses. Et ils avaient dit ouais, mais du coup, il faut demander à Facebook de nous donner les traces que ce truc a eu lieu à tel moment. Facebook, tu leur écris, ils te répondent jamais. Donc on était un peu dans une zone grise. Après, je pense que une fois de plus, j'ai pas très bien exécuté. J'aurais dû aller à l'audience, mais en fait, à un moment, je me suis dit, je vais passer à autre chose. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Mais après, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui s'arrêtent en arrangement, qu'ils soient bons ou Ouais, mais là, en mauvais. fait, j'avais pas envie T'avais de. pas Ouais, envie, ouais. t'avais Puis pas même, envie. tu vois, par exemple, j'avais pas demandé à lui, je lui avais pas demandé ce que je savais qu'il était étudiant et tout. J'avais pas demandé à ce qu'il me répare le préjudice si on avait gagné. J'avais juste dit, je veux juste qu'il paye une amende. En fait, je veux juste lui dire, tu peux pas en ligne faire ce genre de choses gratos, quoi. Et il risquait, je crois, 1 500 euros d'amende, un truc comme ça. Je voulais pas qu'il me rembourse, par exemple. Moi, c'était pas un truc de. Moi, j'avais demandé 1 euro de dommages et intérêts, tu vois. Ok. Je voulais juste que le mec se rende compte qu'il avait fait un truc qui était pas ouf, tu vois. Ouais, qui est allé Et en trop loin, fait, quoi. bon, à la fin, c'est moi qui me suis fait rouler dessus, quoi. Et du coup, ta protection, pour le coup, juridique, a pris en charge, à l'époque, les frais de... Les frais d'avocat, parce que pour le coup, ça rentrait dans le cadre du dossier. Et ce que j'avais apprécié, c'est que tu te sens un petit peu. Quand tu as une bonne protection juridique et tu vas les voir et que tu leur parles d'un truc comme ça, et tu te sens quand même un peu soutenu, quoi. Tu sais, tu vois que c'est pas toi qui payes tes frais, c'est la protection juridique. Tu te dis, il m'est arrivé un truc, psychologiquement, de ne pas payer les frais d'avocat, ça te donne aussi le truc de, ok, genre, je peux me défendre et je perds pas à tous les coups, tu vois. Parce que le problème, quand tu te défends sur un truc Oui, où. tu évites un peu l'humiliation. C'est-à-dire Ouais, qu'en ouais, fait, ouais. finalement, tu as ta protection juridique qui fait que tu payes pas. Et Ouais, donc, tu te dis, voilà, j'ai des gens qui sont de mon côté, qui vont me rembourser un truc et qui considèrent qu'en effet, il m'est arrivé un truc. Donc, ouais, ça m'avait un petit peu. Je sais pas, en tout cas, dans ma tête, ça débloqué un truc, tu vois. ouais, ouais, ça bouscule. Et ouais, bon, en tout cas, et aujourd'hui, enfin, dans Germinal, pour parler d'un autre risque, parce que ça, c'est un risque perso qui t'a quand même pas mal impacté, je pense qu'un des risques les plus courants des entrepreneurs, c'est le risque sur la trésor. Ouais. Je sais que tu l'as vécu chez Germinal et peut-être chez OnlyDust, peut-être moins, parce que Non, c'est non, dans l'idée, c'est dans un autre. c'est dans un autre monde, mais dans Germinal, t'as vécu ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ce qui s'est passé avec un de tes clients, je crois, ou Ouais, prestataire? ouais, un peu marrant ça. Non, j'avais un truc chez Germinal qui était assez original. J'avais découvert, en fait, il y a des gens, leur modèle économique, c'est de bosser avec des prestataires. Et ils les payent pendant 3 mois, ils font des contrats de plus en plus gros avec eux, et du jour au lendemain, ils arrêtent de les payer. Et mais toi, tu t'en rends pas compte, en fait. Ils disent, ouais, on va te payer, on va te payer, on va te payer. Ils te payent un bout de facture par-ci, un bout de facture par-là, etc.
Et au bout d'un moment, en fait, ils font ça et finalement, tu finis par être payé 2 ans après au tribunal avec 50%, où le juge a décidé que tu paierais 50% de moins parce qu'en fait, t'as pas pu prouver toute ta prestation, il y a toujours un devis qui est pas signé, il y a toujours des dépenses où le mec a pas donné son accord, etc. Et en fait, je suis tombé sur un mec qui faisait ça de façon professionnelle, c'est-à-dire que, Donc c'était un de tes clients. ouais, c'était un de mes clients et il avait commencé à bosser avec nous, puis il nous avait présenté à 2 autres personnes C'était pour. c'était un grand groupe, c'était une Non, grosse non, boîte. c'était une boîte, non, non, c'était un mec qui avait très bien vendu sa précédente boîte et qui a lancé une nouvelle. Et, euh, et en fait, il nous a fait bosser avec 3 personnes. Donc lui et puis 2 amis à lui. Ok, Et donc au début, il nous a payé rubis sur l'ongle, rubis sur ongle, etc. Et en fait, à un moment, ils se sont tous mis à pas payer tout de suite, machin. Et à un moment, j'ai un peu tapé sur la table. Et là, il est venu, il nous a dit qu'on faisait un travail vraiment pas de bonne qualité, etc. Alors que, mais du jour au lendemain, genre, le mec se pointe et te défonce et dit et les 3 se sont mis à arrêter de payer. Donc lui et ses ok. 2 potes. Donc les 3 en même temps. Donc c'est trois clients qui ont arrêté de Ouais, d'un payer coup, qui pour. arrête de payer, sachant que c'est des clients avec lesquels tu bosses beaucoup et enfin, ça représentait quand même des gros, gros montants, quoi. Et en fait, j'ai appris que. Et donc, sur le moment, t'es un peu en mode. C'est un peu le choc. Et en fait, le mec, tu regardes et tu te rends compte qu'en fait, lui, il te parle, mais en fait, c'est pas lui c'était sa fille qui était à la tête de la société. Ok, Tu te rends compte qu'en fait, tu connais pas sa banque. ok. En fait, pour faire un avis à tiers détenteur, il faut que tu aies la banque du mec. Mais si t'as pas sa banque, tu peux pas. Et là, en fait, tu te rends compte que le mec, t'as jamais fait de virement, jamais envoyé de documents, et qu'en fait, tous les documents qu'il t'a envoyés sur un compte bancaire qui est maintenant fermé. Donc en fait, tu te rends compte que tout est organisé pour que tu puisses pas l'attraper facilement, en fait. Et en fait, il a fait ça avec moi, mais avec d'autres prestataires aussi. C'est-à-dire d'autres gens qui bossaient avec lui m'ont Ok. dit aussi, il a arrêté de nous payer. Et c'est drôle, c'est qu'après, donc on Il a avait. arrêté. Donc à un moment, il a commencé à te payer et Il à un commence moment. à bosser. En fait, il commence à bosser avec toi. Il te dit que c'est génial, il te serre la main, il t'a vu dans son appart, c'est top, il te prend de ses potes, tout le monde se veut bosser avec toi. Puis au bout d'un moment, il commence à plus payer plus vraiment très vite. Tu lui envoies 3 factures, il t'en paye une. Wow. Tu dis, ah, je suis désolé, je te paye la semaine prochaine, je te paye la semaine prochaine, je te paye la semaine prochaine. Il dit, non, mais t'inquiète, on adore bosser avec vous. Il dit, non, mais on va encore même faire un truc plus gros. Là, j'attends juste un virement. Enfin, vraiment, le truc, genre, en fait, il te traîne, il te traîne, il te traîne. Et toi, tu continues à travailler avec Ouais, et toi, lui. tu bossais avec lui, et en fait, t'accumules des trucs, il te demande d'avancer des frais publicitaires à ta place. Il dit, non, mais vous pouvez payer les frais publicitaires, mais je vous paierai directement. Enfin, tu vois. Et en fait, toi, t'es dans ton truc en mode, mais non, mais le mec, il est de bonne foi, on le voit en meeting, il dit que tout se passe bien, il m'a présenté à ses potes. Ok, là, il m'a pas payé, mais en fait, c'est qu'il est hyper occupé parce qu'il a une entreprise qui marche hyper bien, tu vois. En fait, non, c'est sa stratégie. Et il te dit en plus qu'il ne te paye pas à la fin pour mauvaise prestation. Ouais, et à la fin, il te dit que c'est une catastrophe. Et en fait, tu vois qu'il te passe ça à son avocat. Son avocat, tu vois, qui t'envoie des documents en fait qu'il doit envoyer à tout le monde. Et c'est drôle parce que après, cette boîte nous a recontacté 12 mois plus tard en mode est-ce que vous voulez bosser avec nous? Parce qu'en fait, ils sont toujours en train de chercher de nouveaux prestataires. Parce que du coup, ils bossent avec les gens et après, ils les cut. Ah oui, ok. Et genre, le mec, la nouvelle nous a recontacté, on leur a dit non, non, mais en fait, on est en procès avec vous, qu'est-ce que vous foutez quoi? Donc il savait même pas. C'était Non, mais vraiment. t'imagines pour te dire à quel point les mecs, c'est une stratégie. C'est-à-dire, ils ont même pas Enfin. Et je te dis, j'ai d'autres potes, un autre pote en particulier qui a bossé avec eux, qui, pareil, qui s'est. En même moment que moi, ils ont arrêté de le payer. Donc, Et tu à vois. ce moment-là, quand tu as du coup des paiements qui peuvent être énormes pour toi en tant que Ouais, start-up, oui, c'était t'appelles genre. qui? T'as appelé ton avocat, ton Bah, pareil, expert comptable? Bah, en fait, là, c'était ton avocat, et pareil, c'est ta protection juridique. Mais là, oui, c'est mon avocat qui est juste en mode ok, bah non, il va falloir mettre les trucs. Et là, tu ressors tous les emails et tu vois qu'en fait, il t'a dit ok pour les devis, mais qu'il les a pas signés. Donc en fait, il t'a signé sur Qui trois dit qu'il devis. est content de ton Ou t'as trois travail? devis, voilà, mais en fait, en fait, tu te rends compte qu'il t'est parlé toujours par téléphone. Genre, tu vois, tu lui as envoyé un devis et il te rappelait direct pour te dire allez, ouais, en go, on bosse ensemble, j'ai vu ton devis, c'est nickel, go for it. Mais il te le met pas à l'écrit, tu vois. Ou tu te rends compte qu'il y a des Ouais, c'est devis hallucinant. Non, mais en fait, oui, mais c'est lui, c'est sa stratégie. Ouais, non, mais t'as Donc, des mecs qui et font que ça ça. marche très très bien parce qu'à la fin, on a gagné au tribunal. Ah, donc On t'es a allé quand payé. même. Ouais, on est allé au tribunal, on a gagné. Donc tu les attaquais pour. Bah, juste pour. Et en fait, on a payé 50% ou 40% de moins parce qu'il y avait des devis qui n'étaient pas signés, il y avait des trucs parce que comme ils avaient payé que certains bouts et tout. Et le mec, il a payé avec 2 ans de retard, 50% de moins, quoi. Ouais, et toi encore, t'avais la trésor chez Ouais, Germinal ouais. pour Bah, à pouvoir. l'époque, ça nous avait mis dans la merde parce que c'était quand même ma grande spécialité. Donc, c'est une agence de growth et on essayait vraiment de grossir vite. Et j'avais entre 7 et 15 jours de trésor devant moi en permanence, tu vois. T'étais bootstrappé, donc pas de levée de fonds. Ouais, et puis un gros bourrin, genre j'avais un problème avec l'argent, quand j'en avais, je le dépensais, tu vois. Ouais, Enfin, pour ok. grossir plus vite. Donc vraiment, on avait entre 7 et 15 jours de trésor, donc on n'avait jamais de plus de. On faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu vois, on n'avait jamais plus de 150 000 euros de trésor, tu vois. Et donc, ouais, à ce moment-là, ça nous avait fait un trou, je sais pas, de 100, 120 000. Ouais, c'est énorme. Donc, puis d'un coup, c'est-à-dire que t'attends, et d'un coup, puis en fait, il n'y avait pas que le chiffre d'affaires, il y avait aussi les frais pub pour 3 boîtes, ouais, je crois que ça vient. Ouais, ça devait faire au total, ça devait faire 120 000. Vraiment, ça nous avait mis mal, quoi. Puis ça te prend une énergie Ouais, en énorme. fait. Parce que ce mec-là, d'un coup, tu te focuses plus sur tes autres clients, quoi.
Non, et puis après, je pense qu'il y a un peu d'intimidation quand ils commencent à t'envoyer les lettres d'avocat alors que toi, t'es pas Ouais, ouais, encore. et toi, t'es en mode, mais je comprends pas, t'es de bonne foi. Enfin, tu sais, genre vraiment, t'es. Tu commences à Et puis relire tout l'avocat, ce il t'envoie tous les trucs que t'as mal fait. Tu dis, attends, mais comment il m'envoie le lendemain où il fait l'email, le mec, il m'envoie un truc, un énorme dossier. T'es en mode, mais en fait. Et en C'est de fait, l'intimidation. et au début, t'as un peu du mal à te dire que. Au début, tu te remets en question, puis vraiment, tu te dis, attends. Genre, quand tu prends un peu de recul. Et t'as d'autres mecs, hein, pareil, au moment du rachat. Alors, ça, j'en parlerai pas, mais. Au moment du. Enfin, je donne pas de nom, mais au moment du rachat de Germinal. J'avais un mec qui m'avait dit vas-y, on rentre en égo exclusif de vente. Et il m'avait dit non, non, mais c'est génial ce que vous Donc pour faites. revendre, attends, juste pour spécifier, en gros, pour que Pour quand le qui rachète Germinal. Ok, pour Ouais, qu'il qu'on rachète avait mis Germinal. parce qu'on avait mis 3-4 boîtes en concurrence. Et le mec me dit vas-y, on rentre en égo exclusive. Et je lui dis ouais, pas chaud, tu vois. Ouais. Et pas trop chaud. Et le mec nous dit faut que j'arrête de dire le mec, mais cet cher entrepreneur, d'ailleurs assez connu sur la place, euh, nous dit non, non, mais franchement, on a envie de bosser avec vous, on a vraiment envie de vous racheter, etc. Et en fait, et je lui dis ouais, mais là, par contre, il faut nous racheter à tellement parce qu'on a fait des investissements, on avait transféré des contrats de travail, on avait des dettes qui arrivaient à échéance, etc. Et je lui dis en termes de trésor, il faut nous racheter avant telle date. Il me dit oui, oui, t'inquiète, tu pars juste avec nous, on vous rachète avant telle date. En gros, à l'oral, il dit tout est bon, on vous rachète, etc. J'avais envoyé tous les documents, ils avaient fait l'audit, etc. hein. Je parle pas de quelqu'un avec qui tu as discuté 10 minutes. hein. Et donc tu avais signé ce truc Non, non, on n'avait exclusif. pas signé du coup. Ok, Et je lui avais dit, ouais, ouais, je sais pas, je sentais pas. je le sentais pas. Comment ça un peu. Et parce que je pense que je m'étais pris cette tuile avant. Où un certain type de profil de gens, tu sais, qui sont très. Tout de suite, ils veulent te faire confiance, mais ils te parlent que par téléphone. Tu sais, genre, tu sais, tu finis par voir un peu le schéma, quoi. Qui est un schéma directeur. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu. Après, il m'a dit, au moment où en fait, on était censé pleuvoir de trésor, Ouais. si on se faisait pas racheter. Et il m'avait dit, fais les investissements, on va vous racheter, etc. Comme ça, la Oui, croissance, bah, elle est il a bonne. voulu au dernier Ouais, moment ouais. pour te Et là, mettre. il m'appelle et il me dit. Et il me dit, en fait, finalement, on va pas pouvoir racheter, on n'a pas vu qu'il y avait tel passif. On sait pas faire. Je dis, comment ça, vous savez pas faire? Enfin, mec, je t'ai envoyé tous les documents au Tu jour savais 1, depuis tu le vas me dire début, que t'as quoi. pas vu le passif. Et là, il me dit, par contre, ce qu'on fait, c'est que si jamais vous allez au tribunal de commerce, ce qu'on peut faire, On vous rachète à la c'est qu'on barre. vous rachète à la barre. Mais par contre, t'inquiète pas, on fera une grosse annonce et on dit qu'on vous a racheté 5 ou 10 millions. Et En le fait, mec, il a voulu te mettre le couteau sous la bah en gorge. fait, le mec fait ça, il te met le couteau sous la gorge. En fait, il te dit qu'il va te racheter, il passe en égo exclusive, il te pousse à faire des dépenses. Il te dit, t'inquiète, on va te racheter, c'est sûr. Du coup, t'es isolé. Il attend, là, au dernier moment, il te dit que c'est mort. Toi, t'es obligé d'aller au tribunal de commerce. Sauf que nous, du coup, on n'a pas vu parce que j'avais pris des mesures, etc. Du coup, on n'a jamais dû aller au tribunal, etc. Parce que du coup, on est à la position, la boîte était redevenue rentable et compagnie. Mais en fait, si j'avais suivi le plan qu'il m'avait donné, Tu te serais fait tu avoir. te plantes, c'est trop tard pour te retourner, te rachètes au tribunal et tu dis, bon, lui, au moins, il va me faire une annonce. Et en fait, le mec, il te rachète pas un euro, quoi. Ah Et ouais. ce mec-là, il a annoncé plusieurs rachats de boîtes. Je me dis que peut-être ça En sera off, tu me diras qui c'est. Ouais, peut-être. Même pas Et sûr. t'as appris quoi en termes de gestion de risque et de résilience? Parce qu'en fait, mine de rien, là, dans. Bah, j'ai appris que dans le business, globalement, tout le monde peut te fumer, quoi. Même les gens les plus sympas, que Même t'adores, moi. etc. Ouais, mais en fait, si tu te mets dans une position où les gens peuvent te fumer et où ils peuvent en tirer un gros avantage Donc, financier, c'est-à-dire que si tu te mets dans une position, donc pour toi, bah quand tu as un prestataire qui te paye pas et rubis sur l'ongle et que t'es en mode c'est pas grave, quand t'as un mec qui te dit on fait une négo mais il refuse de signer un contrat en dur, etc. Bah en fait, tu te mets dans une position où tu dis je lui fais confiance. Mais en fait, la confiance, faut vraiment la donner à des gens euh, qui la méritent, quoi. Et en fait, en affaires, peut-être 1% des gens qui méritent ta confiance pleine et entière, tu vois. Et en fait, si le mec, tu peux lui faire confiance, bah, qu'est-ce qui va le gêner de signer un papier, tu vois? Pourquoi est-ce qu'un mec te paierait pas rubis sur ongle? Pourquoi est-ce que tu lui ferais confiance s'il te paye pas rubis sur ongle, tu vois? Et du coup, ouais, j'ai appris que les gens les plus sympas, qui te mettent le plus en confiance, qui te serrent la main, qui t'appellent, qui te rassurent, etc. Bah en fait, c'est pas eux qui vont faire confiance. Ceux qui vont faire confiance, c'est ceux qui te payent le jour J quand ils reçoivent une facture. C'est ceux, quand tu remontes un devis, te le renvoient signé dans l'heure. C'est ces gens-là qu'il faut faire confiance. C'est ceux qui sont prêts à s'engager, tu vois. Et ouais, donc la gestion du risque, enfin en tout cas moi c'est ce que ça m'a appris sur les gens en général. Et du coup j'ai eu d'autres problèmes avec Onlyda, ça arrive tout le temps, mais j'ai un problème avec un gros contrat. En fait les gens je leur avais pas fait confiance. Et du coup quand les mecs ont commencé à mettre un peu de temps à payer et tout, j'aurais dit on arrête tout maintenant. ouais, tu Et te. juste c'était un gros contrat, hein, on parle de plusieurs millions. Et j'ai dit on arrête tout maintenant. Et en fait j'étais dans une position où si j'arrêtais lui, moi j'étais financièrement, bah, ça me faisait perdre un gros client. Mais lui en face il était pas bien aussi, tu vois.
Et du coup, bah, juste tout le monde s'est mis autour de la table et on a trouvé un nouveau deal et c'était reparti, tu vois. Et justement, vu que c'est ta seconde boîte, tu fais quoi différemment avec Only Dust? Bah, ce que je fais, c'est que j'accorde ma confiance. Quand les gens ils doivent me payer, ils me payent. Et quand on doit signer des contrats, on signe des contrats. Juste, je me protège comme ça. Et juste, par exemple, quand quelqu'un m'envoie un contrat, je fais toujours vérifier par mon avocate, tu vois. Genre en mode, je dis, si le mec en face de toi, il est. Un mec honnête n'aura pas peur de faire un contrat simple, bien foutu, tu vois. Genre, et tu vois d'ailleurs les contrats des gens un peu pas très honnêtes, c'est des contrats où il y a des clauses bizarres, qui sont pas standards dans le marché, etc. Tu vois. Et ouais, du coup, j'écoute beaucoup moins ce que les gens disent et je regarde beaucoup plus ce que les gens font, quoi. Ok. Et t'es passé, moi ça m'intéresse, tu fais partie d'ailleurs du club Bootstrap, de Germinal à une boîte bootstrapée, à Only Dust où t'as levé effectivement plusieurs millions. Pourquoi? Je suis plus dans le club Bootstrap, hein, pour info. Ouais, je sais. Je pense que je suis passé au niveau du dessus. Pour moi, là, une agence en France, c'est Une agence de digital, donc tu parles ouais, de une agence Germinal. digitale. Germinal, c'est la Ligue 2 au mieux. Et monter une boîte produit, tu vois, nous, on vend à des Américains, on fait du produit, du SaaS, B2B avec un côté. Enfin, c'est notre business model. Enfin, on est vraiment. Là, tous nos clients sont internationaux, la plupart de nos utilisateurs, on a peut-être 20% d'utilisateurs en France, etc. On lève avec des fonds qui sont dans les. Tu vois, on essaie de lever avec des fonds qui sont dans les meilleurs du monde. On a fait un top 3 européen, là, notre pré-série A, etc. Pour moi, c'est juste la Ligue des Champions, quoi. Et en fait, faire du bootstrap en Ligue des Champions, Tu trouves ça c'est compliqué? possible, mais c'est compliqué parce que par défaut, tu dois développer une technologie de rupture, tu dois investir beaucoup. Par contre, de ce que j'ai gardé, c'est pas impossible, hein. Juste que c'est compliqué. Non, tu as plein de modèles. Oui, il y a des Wilfried, boîtes. Ouais, Wilfried. Mais Wilfried, il a mis. de Superprof, Superprof, il a mis Gilles de beaucoup. Lucas. Ouais, il Voilà, est plus de temps, c'est mais beaucoup de temps. peut-être. Voilà, exactement. Mais par contre, ce que je fais, moi, je pense qu'il y a un nouveau modèle. C'est-à-dire que moi, ça m'inspire pas. J'ai pas envie d'attendre 20 ans avant que ma boîte vale 400 millions. Et d'être sur un marché où je sais que je vais pas me faire attaquer d'ici là par des boîtes qui lèvent de l'argent. Parce que c'est ce qui se passe avec eux, Superprof et Lucas. C'est qu'en fait, les marchés sont devenus sexy, mais eux, ils étaient déjà gros. Enfin, surtout Lucas, tu vois. Ce qui n'enlève absolument rien au fait qu'il a développé et monté une boîte absolument incroyable. Moi, ma stratégie, c'est plutôt je lâche de l'equity, j'achète 20% au premier tour, 10% au deuxième. Et là, si on relâche, c'est 5% maximum. Donc en fait, à la fin, j'ai 65% de ma boîte et j'aurais fait 3 levées de fonds et j'aurais plus besoin de lever. Donc en fait, moi, j'aime bien, je trouve que lever au début pour accélérer très fort sur des technologies de rupture, quand tu as besoin de faire des investissements, recruter une super équipe, envoyer un super signal. Et après, continuer à lever, mais en lâchant de moins en moins d'equity, ce qui fait qu'à la fin, tu auras quand même la majorité. Tu vois. Et honnêtement, avoir des investisseurs vraiment intelligents au capital, ça fait la différence. Ouais, mais tu crois pas que faire venir des investisseurs, c'est aussi plus de risques? Parce que potentiellement plus de conflits, parce que potentiellement. Mais c'est venir un associé en plus. Ouais. Donc Et un associé en plus qui a un associé, c'est plus de risques. Mais moi, mes investisseurs, je les sélectionne en me disant c'est des gens avec qui j'ai envie de bosser sur les 7-8 prochaines années. Tu vois. Je les vois comme des cofondateurs. Tu vois. Et je sais qu'ils seront toujours là. Tu vois. Et par exemple, je regrette beaucoup d'avoir fait entrer des business angels. Parce qu'un fonds, tu peux vachement l'assess, voir si le mec est bon, discuter avec lui beaucoup, etc. Savoir si tu as un bon fit. Et en fait, les business angels, quand on fait rentrer 35, tu discutes avec eux 2 fois 30 minutes et tu les fais rentrer. Tu vois. Ou t'en fais rentrer, mais peu. Voilà, et ben moi, du coup, j'en fais plus rentrer. Je fais rentrer plus que des fonds maintenant, au tours. Et un autre sujet, mais qui m'intéresse, dans ton secteur, la réglementation, ça doit être des sujets quand même. T'as pas quand même un risque réglementaire qui pèse? Bah, jusqu'à l'élection de Trump, si là, avec il y a un changement réglementaire, on va avoir beaucoup plus de clarté, peut-être pas en Europe. Mais oui, moi, quand j'ai briefé mon avocat pour ce qu'on fait là, je lui ai dit, il nous dit en gros qu'il n'y avait pas de solution. C'était compliqué. Je veux dire, C'est-à-dire. bah en fait, parce que nous, on doit faire des paiements à des. Une partie de notre produit fait des paiements à des contributeurs open source partout dans le monde, en crypto. Enfin, c'est. Ok. Et on doit faire des KYC, KYB, donc on doit faire, en gros, on doit s'assurer. Explique ce que c'est KYC, KYB, c'est Know Your Vérification. Customer, Know Your Business, donc des vérifications d'identité, etc., des vérifications de est-ce que la boîte est bien immatriculée, dans quel pays, etc. Donc tous tes clients te payent en crypto. Voilà, Ok. et tout ça en crypto. Donc en fait, je paye des centaines de personnes tous les mois à travers le monde, En crypto. dans 40 pays en crypto, tu vois, sur 15 cryptos différentes. Donc tu as un risque réglementaire énorme, Ouais, potentiel. exactement. Et j'essaie de faire ça le mieux possible, tu vois. Mais en gros, on a trouvé un système, et à un moment, j'ai dû dire à mes avocats, en fait, le brief, c'est de dire, je veux juste, si je fais de la prison, je veux faire moins de 2 ans de prison. Je veux risquer moins de 2 ans de prison. Parce qu'en fait, sinon, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que quand tu es dans un marché où, en fait, le régulateur, en fait, il tape des boîtes, mais il fait pas de... En fait, on est dans un marché où le régulateur, il n'y a pas de loi claire. En fait, il n'y a pas de clarté. On te dit, Oui, c'est le on vous flou. dit pas ce qu'il faut faire, mais par contre, si vous le faites mal, on va vous éclater, tu vois. Mais tu penses que là, avec Only Dust, t'as un risque d'aller en prison? Non. Bah, Enfin, moins de 2 ans, ouais.
Ok, donc toi, Non, mais moi, en fait, il y a un risque, il y a 60% du spectre. En fait, je sais pas. Il n'y a Mais pas, du il y a coup, pas de réglementation. dans ta gestion de risque, toi, c'est de dire à ton avocat ou ceux qui te Je suivent, dis c'est en de fait, dire je dis on fait bien les choses. Donc, tu vois, par exemple, sur tout ce qui est money laundering, enfin sur blanchissement d'argent, on est hyper strict sur toutes donc ça, parce que ça, c'est beaucoup d'années de prison. Et puis c'est pas cool, tu vois. Sur tous les risques de payer des gens qui sont sur des listes de sanctions internationales, on est hyper strict. Et en fait, on a pris tous les gros risques et on les a enlevés. Mais après, quand tu payes une facture à quelqu'un en crypto qui a fait une prestation sur un projet open source, ouais, tu sais pas qui tu que payes. les charges sociales et que le token a perdu 15%, entre le moment où le mec a fait la contribution et le moment où il fait la facture, et ensuite après la facture, le token a repris 12%, et qu'il doit faire sa déclaration, mais que du coup il y a des frais de gas, donc du coup c'est une partie de la transaction qui a disparu, qui est partie. Est-ce que du coup c'est des frais et si le mec a créé une entreprise en France, est-ce que du coup il doit compter ça comme plus-value? Ouais, en fait, Sachant que par contre, le mec aussi et tu fais ça aussi au Nigeria et au Costa Rica, et enfin, t'es dans le flou, quoi. et t'es en mode, et tous ces pays n'ont pas de réglementation claire. Mais ouais. Et du coup, il y a un moment, tu te dis, bah, on va faire un truc, on va essayer de le faire bien, mais on sait pas en fait. Et dans toute la gestion des risques que toi, tu as décidé d'assurer certains risques, d'autres non, etc., t'appelles qui en perso et en pro quand tu fais face à un risque où tu te dis waouh, c'est quand même un risque important pour Bah, moi, moi. de toute façon, les gros moi, les risques que j'assure, mon framework, il est simple. J'assure soit les risques où ça me ferait vraiment chier de payer. Donc C'est-à-dire, bah, par exemple, les frais d'avocat, si t'as un problème. donc la Donc ça, c'est protection. plutôt ta tranquillité de te dire, c'est pas moi qui vais payer s'il m'arrive ce truc. Donc c'est plutôt psychologique, tu vois. C'est pas un bon pari, mais psychologiquement, c'est bien. Et après, j'assure les risques où je me fais éclater la tête, tu vois. Genre où tu dis, bah en fait, je peux me prendre 5 millions, 10 millions dans la tête, tu vois. Et du coup, moi, j'assure les risques qui me donnent une tranquillité psychologique et les risques extrêmes, tu vois. Mais par exemple, enfin voilà, c'est ça, T'assures pas ta voiture. ma voiture, elle est au tiers, quoi. Ouais. Ok. Et c'est quoi le risque qui t'empêche de dormir? Si t'en devais en donner un aujourd'hui, Ah, c'est plus de 2 ans de prison. ok. C'est le seul. Parce qu'en vrai, même moins de 2 ans, t'es en bracelet, donc t'es chez toi, tu fais de la muscu, quoi. Ouais, Je ferai du contenu en ligne. d'accord. En Tu vrai, reviendrais influenceur sur LinkedIn. non, et puis après, il y a aussi un moment où tu comprends quand t'es un peu allé voir. Non, j'exagère. Quand t'es allé voir le juridique, tu te rends compte que quand t'es dans des nouveaux marchés, de toute façon, le régulateur, je suis juriste à la base, j'ai un master en droit des affaires, tu vois, le régulateur a toujours du retard. Donc en fait, j'ai juste de faire les choses correctement. Mais tu sais jamais, peut-être qu'un jour, on va décider de façon rétroactive, tu vois. Même si Non, et puis normalement, parfois tu fais face à des personnes malveillantes comme tes anciens clients qui décident de tout organiser pour pouvoir te faire payer ou celui qui a voulu te mettre à la barre pour pouvoir acheter ta boîte. Donc en fait, oui, mais dans ces cas-là, je risquais pas la prison, mais là, financièrement, en effet, tu te fais démolir. Mais en tout cas, moi, mon risque à moi sur la gestion, genre juridique, etc. de la boîte, c'est juste, je dis, de toute façon, à un moment, il faut savoir prendre des risques quand tu es entrepreneur, si tu es dans des nouveaux marchés. Il faut juste essayer de faire ça avec du bon sens. Tu vois, par exemple, risquer de financer le terrorisme international, je peux t'assurer que c'est pas du bon sens, tu vois. Donc ça, on fait très très attention à blanchiment, financement du terrorisme, liste de sanctions. Et après, le reste, on essaie de faire un truc qui nous semble cohérent, tu vois. Mais ouais, à un moment, le risque, faut le. le risque fait partie intégrante Ah de bah, en l'entrepreneuriat de fait, toute si t'es façon. pas prêt à prendre des risques sur ta personne, de toute façon, si t'es entrepreneur, croire que tu prends pas un risque sur ta personne, sur ton patrimoine financier personnel, même si t'as pas de garantie, etc., mais que tu risques pas d'un point de vue pénal, etc., quand t'es dans les nouvelles industries, c'est que tu te racontes des histoires. Et les mecs qui ont monté des livreaux, ils se sont pris une cartouche en France. Et pourtant, sur le moment, je pense qu'ils avaient. C'est-à-dire ils sont pris une cartouche, tu veux Bah, ils dire ont été condamnés au pénal, hein, si je me trompe pas. Ok. Les mecs qui ont monté des livreaux. Je me dirais que j'ai vu le truc, j'étais en mode waouh. Enfin, c'est un peu lourd, quoi. Genre, pour enfin, l'innovation en France, etc., les gars. Et ouais, c'est le jeu, quoi. Ouais, mais c'était surtout je pense, la partie des livreurs qui étaient en CDI caché. Ouais, mais on s'est dit caché à l'époque. Ils montaient un nouveau truc complètement nouveau, il y avait aucun. Mm. C'est facile, 5 ans, 7 ans après. C'est ça le problème du temps des dossiers. C'est que 7 ans après, il y a eu de la régulation, on a expliqué, etc. Mais sur le moment, si tu regardes la loi, tu fais rien, en fait. Parce que comme il n'y a pas de loi. Ouais, donc après, il y a certains entrepreneurs qui Mais décident d'aller sur des marchés plus ou moins tu vois risqués. Ornicar, hein, il s'est pris des procès, des procès, des procès, des procès. Maintenant, il a le droit de faire maintenant, Mais il il fait est un peu toujours des. vivant, mais... Oui, oui, maintenant il a le droit de faire ce qu'il veut, Benjamin. Mais le mec, il y a un moment, il a dit, bah, si j'avais juste regardé la loi, j'aurais rien fait du tout, tu vois. Et en fait, quand tu crées de nouvelles industries, je pense qu'il faut l'accepter. Et ça, c'est un risque qui malheureusement est souvent pas assurable. Tout n'est pas assurable. Tout n'est pas assurable, tout ouais, mais ça, c'est pour moi, faut prendre ce risque, quoi. Et si t'as pas envie de prendre ce risque, Tu pas vas de pas dans ce problème. secteur. Ouais, va pas dans ce secteur, fais autre chose.
Et c'est quoi, pour un peu finir, parce que c'est passionnant ce que tu racontes, mais c'est quoi un peu le conseil, mais très concret, que tu donnerais à des entrepreneurs qui te regardent, qui t'écoutent, qui peuvent se retrouver à un moment donné sur le fil en matière de gestion de risque? Ça serait quoi le conseil que tu donnerais? Euh, Moi, très concrètement, je leur dis, réfléchissez à qu'est-ce que vous risquez au maximum et est-ce que vous l'acceptez ou pas. Et s'ils ne l'acceptent pas? Faites autre chose. Ok, intéressant. Et tu peux me donner une personne qui Tu a vois, une... par exemple, le ski de rando, tu risques de mourir si tu vas sur une pente à plus de 30% et tu te ferais prendre dans une avalanche. Du coup, je ne prends pas le risque. Je suis pas prêt à mourir pour faire une descente de ski de rando dans un mètre de poudreuse avec plus de 30%, tu vois. Tu vois, moi, je réfléchis comme ça dès que je fais un sport. Et tu réfléchis comme ça dans ton business Ouais, aussi. dans mon business aussi. Et je me dis, est-ce que je suis prêt à faire 2 ans de prison le risque, il est mais infime. Tu vois, il faudrait que d'un coup, il y ait une législation européenne hyper dure qui tombe, qu'on se rende compte qu'on n'était pas dans les clous, etc. Tu vois. Moi, je réfléchis comme ça. Je prends le risque le plus élevé, avec un pourcentage qui est plus élevé, où je me dis qu'il y a un pourcentage qui est au moins une chance qui est au moins de genre 0,5 ou 1%. Parce que bon, si tu as une probabilité, si tu as la même probabilité d'avoir ce risque que de mourir en accident de voiture, tu vois, je vais pas arrêter de prendre ma voiture parce que il y a 5 personnes sur 100 000 tous les ans qui meurent d'un accident de voiture, tu vois. Enfin, genre, vraiment, faut, faut vivre, tu vois. Mais quand ce risque devient au-delà de 0,5, 1% de probabilité, là, je le prends et je me dis, est-ce que tu es prêt à l'assumer? Et quand je suis pas prêt à l'assumer, je change de sport, je change d'activité, je change de... Et c'est qui, tu trouves, dans tout ton parcours, la personne qui t'a le mieux conseillé dans tous ces sujets-là? Je trouve que malheureusement, il n'y a pas grand monde qui te conseille bien parce qu'il y a peu de gens en France qui sont prêts à prendre ce niveau de risque-là. Et, ou qui le prennent mais sans se rendre compte de ce qu'ils pourraient payer. C'est pour ça que moi je vais à San Francisco parce que là-bas, je trouve que le pourcentage de gens vraiment très ambitieux et prêts à prendre ce niveau de risque en France, il est beaucoup trop faible. C'est pour ça que je bouge. Donc tu vas vivre 1 an à San Francisco. Au moins, oui. Et si tu avais une personne à me recommander pour venir sur le podcast, que tu trouves qu'il a une histoire incroyablement risquée, qui a vécu, ça serait qui? Bah, Adrien Falcon, hein, le mec qui s'est occupé de Deliveroo. Je C'est vrai pense que il pourra te parler de risque. Ok, c'est une bonne idée. Bon, Surtout que c'est vraiment un mec extrêmement brillant et je pense qu'il a des choses à raconter qu'on n'imagine même pas. Je suis pas sûr qu'il voudra en parler, mais... et tu sais ce qu'il fait aujourd'hui? Je sais qu'il avait monté une boîte AI de coaching AI qui a été rachetée par Alan. IA et intelligence artificielle. Ouais, pardon, excuse-moi. Et qui a été racheté par Alan et je sais pas ce qu'il fait maintenant. Ok. En tout cas, le mec était ouf. Enfin, il l'est toujours, à mon avis. Bon, bah écoute, trop bien. Et juste petite dernière question sur Only Dust, c'est quoi là ton ambition sur la prochaine année? À part aller à SF, à San Francisco, pardon. C'est vraiment faire une grosse courbe de croissance en termes de chiffre d'affaires. Là, tu peux nous dire combien tu fais de CA et combien tu vises? Bah, sur l'année, en fait, on va finir aux alentours de, je crois, enfin, ça va dépendre parce qu'il y a le prix des tokens, etc., mais entre 3,5 millions et 4 millions. Et l'objectif l'année prochaine, c'est de faire 2 fois plus, au moins. Donc, au moins 6 millions. Ouais, donc il va falloir sortir un petit peu les. Parce que là, on avait fait, parce qu'il y a des tokens qui étaient hauts, etc., là, il va falloir aller. Là, Et on avait fait ça avec principalement un client, en gros. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher d'autres gens, etc. Donc là, ça va être un gros challenge. De Non, passer de on a un très gros client à on en a beaucoup. Non, mais 4 millions de chiffre d'affaires en moins de 3 ans, c'est quand même assez extraordinaire, donc bravo. Merci Greg. En fait, je pense à ça, mais quand on te fait intervenir sur ce podcast, ce que tu nous racontes, ça montre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et en fait, c'est vrai que les histoires que tu nous racontes d'entreprises qui veulent te racheter puis qui annulent tout dernièrement pour te mettre à la barre, je pense que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent. Donc, merci beaucoup de le partager parce qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans tes histoires que tu nous as racontées. Et je sais pas si tu as une petite conclue à nous faire. C'est pour toi. Non, mais c'est pour dire qu'en effet, le problème, c'est important d'avoir des pairs entrepreneurs. Parce que le problème, c'est qu'en fait, personne va dire ça sur LinkedIn. Tu racontes ces histoires quand c'est fini, quand ça fait 2-3 ans, tu vois. Même là, tu vois, moi, si j'avais des problèmes, pour être honnête, avec Onlydesk, j'en parlerais pas. Parce que c'est des clients avec qui c'est en cours, t'as ton équipe, etc. Et c'est hyper compliqué d'en parler. C'est en tant que CEO, c'est à toi de gérer ça, en fait. C'est à toi de t'assurer que tout va bien, tu vois. En tout cas, en Et parler en public, tu peux en ouais, parler à en public, tu peux en des... parler à ton... Et le problème, c'est que du coup, bah, quand t'es entrepreneur, tu sais pas que les autres, il leur arrive ça. Et d'autres, du coup, ça t'arrive, bah, tu te sens un peu con, tu vois. Et ce truc de rachat, là, juste, on a fait une petite pause. Et on a quelqu'un dans l'assemblée qui nous a dit: Ah, j'ai une pote à qui c'est arrivé. Et sûrement, sa pote, elle leur a pas parlé à beaucoup de gens non plus. Et en fait, ce truc-là, c'est hyper commun. Et il y a plein de choses qui sont communes. Et je pense que c'est bien que bah, de le dire, en fait, juste de partager et qu'il y ait d'autres entrepreneurs qui évitent de tomber dans ces pièges et que ces acteurs qui ont des mauvaises pratiques, bah, en fait, ça puisse plus marcher parce que juste les gens, ils sont au courant et qu'ils font attention.
Ouais, non, mais puis je pense que d'ailleurs, la première fois que je t'ai demandé si tu pouvais intervenir, tu me disais, bah non, je connais pas de. J'ai pas de situation risquée, quoi. Enfin, j'ai Ouais, rien j'ai à te dû raconter. réfléchir. Ouais, Et en fait, ouais, on a. c'est des trucs, mais j'ai fait c'est clos, je l'ai enterré, tu vois. Ouais, et c'est bien de Et les enterrer parce qu'il faut ouais, faut passer passer à à autre autre chose. chose. Mais je trouve ça, en fait, c'est pour ça que ce podcast, il existe. C'est aussi montrer que Des fois, nous, on se en fait un tant peu peur. Ouais. qu'entrepreneurs et dirigeants d'entreprise aussi, parfois, on est face à des risques. Et par contre, bref, t'as plein de gens à qui tu peux en parler et il faut, je pense. Mais c'est comme mon père, hein, était un chasseur alpin et je lui ai dit, mais papa, tu peux raconter toutes les fois où t'as failli mourir en montagne? Et il s'est mis à me faire une liste. Ouais, les gens qui font de la montagne, ils te font toujours des photos de leurs belles descentes, mais ils te racontent Oui, jamais les fois où ils ont failli y passer. Et je pense que c'est pas mal d'avoir les deux. et ben voilà. Ce podcast existe pour ça.